Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des conclusions du sommet extraordinaire des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenu le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana, sur la situation au Mali. Un sommet au cours duquel des sanctions supplémentaires ont été adoptées à raison du non-respect par la junte militaire au pouvoir au Mali de l'échéance de février 2022 pour organiser des élections et ramener les civils au pouvoir. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères de la conférence de presse conjointement animée par le ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et le procureur de la République sur le trafic de drogue au Niger. Un phénomène qui aujourd'hui fait donc la une des médias et des réseaux sociaux après la saisie de 200 kg de cocaïne. Nous parlerons aussi de l'éducation dans ce forum de la presse pour évoquer une pratique qui prend de l'ampleur à travers le pays. Il s'agit du transfert frauduleux des élèves dans certains établissements publics. Plus de 5000 cas en 2021 au titre de la région de Niamey. Zender, 4000 cas selon les deux directions régionales de l'éducation. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio El Haj Mamadou Suleiman, journaliste à Niger Inter. Bonsoir El Haj Suleiman. Bonsoir Fatih. Arimi Abachari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Fatih. Et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Gary. Bonsoir Fatih. En effet, ces États de l'Afrique de l'Ouest ont adopté des sanctions jugées dures le 9 janvier 2022 à l'encontre de la junte militaire au pouvoir. La fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali, la suspension des transactions commerciales à l'exception des produits de première nécessité et pharmaceutiques. Également, les avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales seront gelés. Toutes ces sanctions sont immédiatement appliquées. Je commence par M. Garé Amadou. Quelle lecture faites-vous des sanctions infligées par la CEDEAO à l'État du Mali? Oui, moi, ces sanctions de la CEDEAO, elles sont certes dures, mais je pense que moi, je comprends en tout cas cette décision de la CEDEAO. Je suis même en phase avec cette décision-là. Pourquoi je le dis? Il ne faudrait pas qu'on encourage des militaires aventuriers qui sont dans nos armées en Afrique de l'Est à vouloir, en tout cas, se substituer au régime constitutionnellement établi. Parce que la CEDEAO a une décision à prendre pour l'histoire. Et il y a quelque part une leçon à donner pour tous ceux qui seraient tentés d'entrer dans l'aventure malienne, du genre, enfin une aventure du genre de ce qui se passe au Mali. Donc la CEDEAO a voulu donner un signal pour dire que non, il ne faut pas penser que vous pouvez faire des coups d'État et puis que bon voilà, on va vous laisser, vous allez faire ce que vous voulez. Je pense que le régime de la transition a organisé... D'abord, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit qu'ils vont faire 18 mois, je crois, dans les premiers moments. Alors maintenant, après... 18 mois sociaux, pour organiser les élections. Les réseaux sociaux aidant, les populistes qui ont pris la toile, les panafricanistes, les Kaimi Seba et consorts qui font des... Voilà, qui enflammaient la junte, voilà. Et la junte, les assises nationales, qui n'était pas si national que ça parce qu'il y a en tout cas une partie des Maliens qui n'étaient pas là, notamment une coordination des ex-rebelles qui n'étaient pas représentés. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait faire très attention. Et là où ils ont manqué de tact, pour moi, ceux qui ont assisté au niveau des assises nationales, c'est le délai de 6 mois, 5 ans. 5 ans au maximum. On me dira que non, c'est juste, le maximum c'est 5 ans. Mais attention, on voit bien que de plus en plus, au niveau de certains justement populistes, on est en train de vouloir dire que... C'est-à-dire qu'il y a une certaine propension à vouloir préférer les régimes militaires au régime civil. Et donc, la CEDEAO, quand elle a pris ces sanctions-là, elle voulait tout simplement donner un signal à la junte malienne pour leur dire que non, attention, on comprend votre intention. Quand vous dites 6 mois, 5 ans,
On voit là où vous voulez en venir. Vous voulez vous éterniser. Et après les 5 ans, ils disent qu'ils vont organiser des élections après les 5 ans. Mais vous pensez que la CEDEAO va autoriser 5 ans de transition? Vous voyez ce que ça veut dire? Ce que la décision de la CEDEAO va faire jurisprudence. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas raisonnable de vouloir montrer qu'on veut s'éterniser. Ça, c'est le défi. Et c'est cette propension à vouloir, et sous le feu bien sûr des supports au niveau des réseaux sociaux, Voilà, à vouloir faire la confrontation avec la CEDEAO qui est composée quand même de 15 États. Un État peut-il lutter contre 14 États? Arimi, 4 ans, c'est le nouveau délai que veut le gouvernement de transition pour assurer l'organisation des élections législatives et présidentielle prévue à se tenir le 27 février 2021. Pensez-vous qu'un tel délai est convenable pour une transition? À mon avis, ça les regarde. C'est une affaire vraiment malienne. La CEDEAO, les volte-face, quand Garé parle de jurisprudence au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas. C'est une institution capable d'une chose et de son contraire. Malheureusement, Tancha avait même fait un scrutin où un référendum pour demander aux Nigériens. Il n'y a pas mieux qu'un référendum pour savoir maintenant la validité ou pas du scrutin. On se connaît, voilà, ça c'est un autre problème. Mais malgré tout, on a fait un coup d'État et la CEDEAO et tout le monde était d'accord. Parce que, ok, aujourd'hui, il n'y a pas eu de coup d'État, n'est-ce pas? Il y a eu un coup d'État et ils ne sont pas d'accord. Ils étaient d'accord que la junte reste 18 mois, n'est-ce pas? Mais entre-temps, la junte, chemin faisant, a pris des décisions qui ne plaisent pas à certains. Il faut se dire la vérité. Et c'est de cela qu'il s'agit, parce que la CEDEAO, d'abord, c'est une institution mise en place par des putschistes. C'est Yadema, c'est Obasanjo qui ont mis la CEDEAO en place. Donc, il y a une histoire à tout ça. Maintenant, ce qu'il faut reprocher à la junte, à mon goût, est venue mettre fin à un processus que la population malienne a entrepris et qui était en train d'aboutir. IBK allait partir dans tous les cas. Mais on aurait dû laisser les G5, ou comment ils ont appelé? Les M5. Les M5 prendre son pouvoir et le gérer convenablement, ça allait être certainement mieux. Malheureusement, ils ont mis fin à ça et à mon avis, ils ont rendu service à IBK. Ça n'allait pas être comme ça. Et certainement, ça allait faire tâche dans la sous-région. Donc, c'est ça qu'il faut reprocher à la junte. Mais ils ont fait le coup d'État et ils se sont assis. Maintenant, ce qui inquiète au plan de la gestion de la junte, c'est les emprisonnements des personnalités qui gênent. Aujourd'hui, suite à un message sur WhatsApp, Omar Mariko croupit en prison. N'est-ce pas? Avant ça, il y a eu des personnalités qui ont été accusées de coup d'État et qui ont été emprisonnées. Ce qui laisse entendre que peut-être cette junte va devenir finalement une dictature. Et ne vous en faites pas. Le peuple malien est assez averti, n'est-ce pas, aujourd'hui, pour faire face à cette situation et prendre les dispositions, faire la réaction qu'il faut au moment où cette junte-là va essayer de remettre ce qu'elle croit, ce que cette population croit qu'elle va faire là. Mais est-ce que les tests prévoient une durée pour la transition, les tests de la CEDEAO? Non, il n'y a pas de transition. Ce n'est pas les coups d'État sont condamnés par l'institution CEDEAO, n'est-ce pas? Mais dans les faits, dans la pratique, il y a un jeu de 2 poids, 2 mesures selon la tête de celui qui fait le coup d'État, selon la tête de celui à qui on fait le coup d'État, de celui qui rallonge son mandat. Voilà, nous allons écouter El Hajj Mamadou Suleiman. L'agent militaire a avancé une raison pour justifier le report des élections. Il s'agit de la situation sécuritaire qui prévaut au Mali. Est-ce que les 4 ans demandés par Assimi Goïta permettront d'organiser ces élections? Il faut dire que très malheureusement, c'est Assimi Goïta et ses compagnons qui ont proposé
certes sous pression à la CEDEAO, un chronogramme. C'est eux qui ont dit effectivement qu'ils vont faire ça en 18 mois. Alors, et vous savez, l'histoire a donné au ministre des Affaires étrangères, Hassan Massoud, qu'il dit effectivement, ils ont pressenti que l'agent est en train de manipuler, ils étaient en train de jouer aux prolongations, et effectivement, on se rend compte à l'évidence que l'agent ne veut pas, en tout cas, partir de sitôt. La preuve, en réalité, le forum, Gary, c'est pas seulement l'ex-rebellion, en tout cas, il y a des partis politiques qui ne sont pas dedans. Donc, en fait, il y a comme, tout se passe comme s'il y a une manipulation. On a, sous pression, dicté des résolutions au niveau du forum, où donc le forum a proposé 6 ans. Maintenant, la gente a validé donc, de 6 mois à 5 ans. Donc, en vérité, nous sommes dans un domaine de la diplomatie. Et qui dit diplomatie, le Mali fait partie d'une communauté de 15 pays. Alors, on entend par-ci, par-là, effectivement, que les mesures envisagées par les chefs d'État violeraient en tout cas les textes. En vérité, les chefs d'État sont bien renseignés par des experts, des juristes, des économistes qui maîtrisent bien les textes. Donc, les décisions qu'ils ont eu à prendre, comme j'ai dit, nous sommes en diplomatie. Quand vous optez pour l'autarcie, vous dites que non, moi je ne veux pas me conformer à la décision de la communauté, effectivement, on va vous isoler. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, pour combien de temps le Mali pourra tenir dans cette situation? Très malheureusement, les économistes le disent, en tout cas les experts le disent qu'ils ne peuvent pas tenir plus de 2 mois. Quelle que soit leur prévision d'avoir donc des trucs de guerre. Donc en vérité, il est question, moi j'ai entendu aujourd'hui une voix raisonnable, Imam Diko, qui est bien connu en tout cas au Mali pour le mouvement membre qui a fait partie Ibeka. Il appelle au dialogue. La CEDEAO, il dit c'est nos frères, c'est des États, donc c'est des frères. Il y a dans une situation d'une crise, le Mali, la gente a plus intérêt à faire une option du dialogue que de chercher vraiment à écouter les sirènes des populistes. Oui, El Suleiman, est-ce qu'aujourd'hui Assimi Goïta tient vraiment au retour de la démocratie au Mali? L'impression que j'ai, Assimi Goïta, il est dans une posture un peu comme de tous ces militaires quand ils goûtent un peu au pouvoir. En réalité, ils ont fait 2 coups d'État, ce n'est pas un coup d'État. Ils ont fait 2 coups d'État au Mali. Et vous voyez aujourd'hui, il doit s'inspirer du cas de ATT. C'est ATT qui a innové. S'il veut faire de la politique, qu'il fasse les élections, en tout cas qu'il donne un chronogramme. S'il veut maintenant créer les conditions pour venir compétir démocratiquement, il pourra le faire. Mais vouloir se donner en tout cas 5 ans, vous conviendrez avec moi, les chefs d'État africains en exercice, même les démocrates en tout cas ne peuvent pas accepter. Parce que si on le faisait, on donne vraiment l'occasion en tout cas à tous ceux qui ne veulent pas de la démocratie, de faire des coups d'État. Donc moi je suis en train de me dire que tout simplement, faisons attention. Nous en tout cas, un peu jeunes, on a vécu un tout petit peu, on a trouvé un tout petit peu le siècle de la dictature. On n'a pas à comparer un régime militaire et la démocratie. Ça gêne quelque part certains. Après donc, la CEDEAO et l'UEMOA, aujourd'hui c'est la France qui mobilise l'Union européenne pour soutenir les sanctions. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Algérie aussi. J'ai vu en tout cas... Maintenant, quel sera le sort du Mali? Mais le Mali, c'est ce que je vous ai dit, il y a 2 choses l'une. Soit il opte pour le dialogue, négocier avec la CEDEAO pour lever les mesures, ou bien il opte maintenant pour l'autarcie. Donc, est-ce qu'il peut tenir? C'est ça la vérité. Soit en tout cas, il opte pour l'épreuve de force, défier. Ils sont en train peut-être de penser que Poutine ou bien la Chine peuvent les aider. Je ne suis pas sûr que, compte tenu des contraintes, parce que j'ai suivi un expert malien, en tout cas économiste, qui a dit que, en tout cas, ça va, même dans le cas où ils vont résister, ça va être très onéreux. Et ils ne pourront pas dépasser les 2 mois de résistance. Donc, par conséquent, il faut écouter Imam Diko, il faut appeler au dialogue, en tout cas, pour qu'on puisse, parce qu'en vérité, le Mali, c'est déjà un État très faible. Faisons attention. Allez-y, oui, ce que je voulais dire, c'est que, moi je suis d'accord avec Arimi, c'est-à-dire que la CEDEAO gagnerait à
en tout cas, à revoir sa copie. Effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a Rémi dit. La CEDEAO, par exemple, moi j'aurais voulu, quand Alpha Condé a fait son 3e mandat, que la CEDEAO prenne des sanctions contre la Guinée. Est-ce que vous comprenez? J'aurais bien voulu que quand Alassane Ouattara a fait son 3e mandat, que la CEDEAO dise que ah non, le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, ça c'est, vous avez enfreint ça, et puis voilà des sanctions. Moi j'aurais aimé. La CEDEAO doit forcément se réorganiser, en tout cas, ne pas être aussi injuste, parce que quelque part, on va dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je suis d'accord avec Arimi. Mais qu'à cela nous tienne. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, la CEDEAO veut tout simplement mettre fin à ce système de coup d'État. Bon, et quel est le délai? Moi, j'avais échangé avec des confrères maliens. J'ai dit que moi, ce que je souhaiterais, c'est que la CEDEAO elle-même, elle doit se rendre compte que les élections en février, c'est pas possible. Sur ça, là, tout le monde est d'accord. En février, là, élection au Mali, c'est pas possible. Donc, quel que soit Alpha, il y a une prolongation à faire. Alors, moi, j'étais très content de voir que Assimi Goïta, contrairement à la déclaration du lendemain des décisions de la CEDEAO, une déclaration tonitruante d'un officier qui est sorti pour dire que voilà, blablabla, il a fait des trucs et puis les populistes ont applaudi. Sur les réseaux sociaux, on a brandi les drapeaux du Mali. Blablabla. Assimi Goïta a consulté, il a réfléchi, il a consulté ses amis. Il s'est rendu compte que cette posture de défiance à l'égard de la CEDEAO, quelle que soit par ailleurs la dureté des sanctions de la CEDEAO, quel que soit par rapport à l'injustice qu'on peut considérer, la question qu'on doit se poser, est-ce que dans ce contexte-là, le Mali peut supporter les sanctions de la CEDEAO? Le reste là, c'est dépassé. Il s'est rendu compte que non, le Mali ne peut pas. Et donc, il a intérêt à, en tout cas, faire un discours qui va rassurer. Et c'est ce qui explique son discours, ce message à la nation, où il dit qu'il est disposé au dialogue. Oui. Et moi, je pense que la CEDEAO, en toute responsabilité, doit envoyer Goodluck Jonathan dans les prochains jours à Bamako pour voir, pour moi, un délai de 1 an, par exemple, les élections, on peut les programmer en décembre. Je pense que ce serait raisonnable. Passons au second sujet du forum de la presse. Le ministre porte-parole du gouvernement a animé un point de presse pour présenter le bilan des drogues saisies par l'Office central de répression du trafic des stupéfiants Octrice. Ainsi, de 2015 au 3 janvier 2022, c'est une importante quantité de drogue qui a été saisie dont la valeur s'élève à plus de 93 milliards de francs CFA. La dernière saisie date du 11 janvier 2022 où 36 briques de cannabis en provenance de Tawa et en direction d'Agadez ont été saisies. Monsieur Gary, quel commentaire faites-vous de cette situation du trafic de drogue à laquelle le Niger est confronté aujourd'hui? Oui, moi, franchement, je dois d'abord rendre hommage à l'Octrice pour cet exploit-là. En fait, depuis 2015, quand le président Issoufou Mahamadou a décidé en tout cas de créer un service spécialisé dans le cadre de la traque des trafiquants de drogue, depuis cette époque-là, comment les chiffres que vous avez montrés, l'Octrice n'a fait que, en tout cas, engranger des résultats. Des saisies qui ont avoisiné 93 milliards. Mais comme l'a si bien dit le ministre de l'Intérieur, Amadou Soleil, il a très bien dit. Il dit, attention, on a tendance trop facilement à dire que le Niger est devenu une plaque tournante. Certes, le Niger est un passage de la drogue, mais ce que la drogue, par exemple pour ce qui est de la cocaïne, elle n'est pas fabriquée au Niger. C'est-à-dire c'est vers les pays d'Amérique latine, Colombie, consort. C'est là-bas qu'on les fabrique, mais elle passe par plusieurs pays. Et il l'a si bien dit que c'est parce que dans ces pays-là, on n'a pas pu les traquer qu'ils sont arrivés au Niger. Et c'est au Niger où l'efficacité de l'Octrice a permis de démanteler ce genre de réseau-là. Ils traversent plusieurs pays. La preuve, il y a quelques mois de cela, où l'année dernière, une saisie a été opérée au niveau de Calais Plateau. Je crois 17 tonnes de résine de cannabis, un montant de 20 milliards. Vous savez d'où vient la marchandise? Du Liban. Depuis le Liban. Combien de pays traversés? Certainement avec des complicités au niveau des forces de sécurité, etc., ou des forces de l'ordre, ou je ne sais pas comment. Mais elle a traversé plus de combien de pays pour arriver au Niger? Mais grâce à la perspicacité des éléments de l'Octrice, on a pu démanteler les réseaux. Moi, je crois qu'on devrait être fiers, parce que si le tombeau des trafiquants, c'est le Niger, on ne peut que s'en réjouir. Ça veut dire que les trafiquants vont comprendre que le Niger, là, quel que soit ce que vous faites, vous pouvez passer toutes les barrières. Mais quand vous arrivez au Niger, là, soyez sûr que l'Octrice, là, c'est pas évident que vous puissiez passer.
On me dira, bien sûr, oui, il y a d'autres cargaisons qui ont passé. Je n'en sais rien. Mais ce que je retiens, ce que, franchement, l'office, en tout cas, en tout cas l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, l'OCTIS, a réussi vraiment beaucoup de coups de maître. Et j'ai été heureux, en tout cas, des propos du ministre de l'Intérieur, récemment encore lors du point de presse avec le ministre, quand il dit que l'OCTIS a les coudées franches. Ils ont carte blanche pour fouiller tous les véhicules. Il a dit tous les véhicules. Oui, les véhicules. Moi, j'avais fait un poste, j'ai dit attention, Pour moi, à partir de ce qui s'est passé avec le maire de Fachi, aucun véhicule administratif ne doit être épargné. Et j'ai même cité sur mon compte Twitter, j'ai dit les véhicules de la présidence, les véhicules des membres du gouvernement, les véhicules des députés. Non, attends, je vais citer. Les véhicules des députés, les véhicules des chefs traditionnels. Je sais que je vais me faire. Il n'y a aucun véhicule qui ne doit être exempté de contrôle. Et puis rappelez-vous, même les ambulances. Oui, la dernière fois, c'était dans une ambulance. Dans une ambulance qu'on a pris je ne sais pas si c'était de la drogue ou c'était du carburant fraudé. C'est de la drogue. C'est de la drogue. Vous voyez, non? Pour moi, ce qui s'est passé avec le maire de Fachi, en tout cas, doit être une leçon pour nous. Je vous assure, aucun véhicule, j'ai dit bien aucun véhicule, ne doit être exempté de contrôle. Et ce serait bon que le président de la République prenne un décret en bonne et due forme qui donne ce pouvoir-là. Le ministre de l'Intérieur, en tout cas, a donné toutes les assurances que les policiers, personne ne va les entraver. Ils vont faire leur travail et qu'ils contrôlent tout celui qui résiste. Eh bien, qu'il rende compte. Voilà. Arimi, malgré la mise en place depuis 2015 de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTIS pour lutter contre le trafic illicite de la drogue et d'autres substances psychotropes au Niger, le phénomène persiste encore. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Non, écoutez, Garé évoquait, il disait peut-être qu'il y en a qui passent. Et c'est à n'en point douter que peut-être que c'est la moitié seulement qu'on arrive, ou peut-être moins que la moitié qu'on arrive à appréhender. On a un pays d'une superficie de 1 672 kilomètres carrés, plus de 5000 kilomètres de périmètre, de frontières. Une bonne partie de la frontière nord Tilaberi, nous ne contrôlons pas, n'est-ce pas? Une partie certainement de la frontière de Difa reste poreuse, n'est-ce pas? Et même Maradi, et même Dosso. Et donc, il ne faut pas s'étonner que cette drogue-là passe. Et c'est certainement pour remonter vers le nord, la Libye et certainement l'Europe. Et donc, oui, nos policiers font un travail extraordinaire et je pense qu'il faut les laisser faire leur travail. En fait, ils ne font pas de contrôles inopinés. Ce que moi-même je peux faire, trouver, ça c'est trop facile. Non, c'est suite à des enquêtes, suite à des renseignements. Sinon, ils ne peuvent pas se permettre de fouiller tout de suite la voiture d'un maire. N'est-ce pas? Et donc, ils ont recoupé des informations et ils se sont dit, certainement, cette drogue-là va se trouver dans ce véhicule. Ils ont fouillé et ils ont trouvé. Et c'est ce qui se passe pour les 90 milliards de drogue qui a été trouvé. Donc, il faut les laisser faire leur travail. Seulement, ne pas les inquiéter au cas où ils fouillent un ministre ou une voiture de la présidence. C'est une très bonne chose. Mais c'est ça les conséquences, malheureusement, de l'insécurité. Parce que ceux qui tuent sans cesse ne le font pas comme ça à main levée, parce qu'ils sont certainement drogués. Ceux qui ont de l'argent à jeter par la fenêtre, n'est-ce pas? Certainement qu'ils font du blanchiment, mais il n'y a que la drogue qui peut donner certains montants d'argent. Du jour au lendemain, on ne peut pas être riche, n'est-ce pas? Nous tous, ça fait 20 ans on travaille là. Hein? On n'a pas de l'argent de 5 000 francs à donner à la porte à quelqu'un. Mais on sait ce que certains font. Et on sait quand est-ce que certains ont commencé. Et donc, l'enrichissement illicite aussi doit être dans la ligne de mire de notre police. Parce que certains trucs, c'est douteux. Et on doit leur donner la capacité aussi de fouiller et de savoir. Parce qu'on sait ce qu'un fonctionnaire peut faire, ce qu'un commerce peut donner. Tout ça, on sait. Et donc, vraiment, c'est du très bon boulot qui est en train d'être fait. Il faut les encourager, mais aussi rendre encore plus hermétiques nos frontières. Parce que nous avons le malheur,
je ne sais pas si c'est un malheur, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à ça aussi, d'être à la lisière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne et l'Europe, mais aussi l'Est du continent et l'Ouest du continent. C'est une position stratégique. Certainement que ça fait longtemps que ce truc se fait. Aujourd'hui, peut-être que nous avons compris, mais il y a aussi l'avantage des réseaux sociaux qu'on a toujours condamnés, qui permet aussi de savoir quand même qu'il y en a qui travaillent dans ce pays-là. Donc c'est une très bonne chose. J'espère que ça va s'arrêter et on va passer à autre chose que de trafiquer de la drogue. Alain Suleiman, dans la conférence de presse, le ministre de l'Intérieur souligne que les véhicules officiels devront aussi faire l'objet de contrôles. Pourquoi, selon vous, le ministre de l'Intérieur revient-il sur le contrôle des véhicules administratifs de l'État? C'est parce que non seulement le cas récent, le meurtre des fascistes, c'est dans un véhicule officiel, donc administratif, qu'on a pris la drogue, mais aussi c'est une façon d'affirmer la volonté politique du régime à combattre le trafic de drogue. Selon notre information, le président de la République, quand le maire des Fâches a été pris, en tout cas, nous avons eu un entretien avec le patron de l'Ocritis qui nous a confirmé effectivement le soutien total du président qui dit que quelle que soit la personne qui est impliquée, il faut la prendre. Donc, cette volonté politique, nous voulons en tout cas qu'elle se traduise de façon effective et à tous les niveaux. J'ai peur pour mon pays parce que dans 1000 cas, combien sont passés justement? 93 milliards qu'on a pu saisir. Imaginez dans ce contexte d'insécurité. Et on sait très bien que les trafiquants arrivent à avoir des armes et des moyens logistiques avec cet argent. Imaginez, et c'est pourquoi effectivement on voit la gravité quand il n'y a pas longtemps le président de la République, il informe la société civile de l'histoire de la guérilla. Il n'y a pas de gens qui ont été aussi puissamment armés que ceux que nous avons comme terroristes aussi au niveau de nos frontières au niveau du Mali. On peut comprendre effectivement que c'est avec cet argent de la drogue qu'ils ont ces moyens-là souvent plus puissants que les demandes de notre armée. Donc c'est pourquoi je pense que cette volonté politique doit se traduire. Parce que tout simplement Gary avait rappelé tout à l'heure que sous le régime Issoufou. Mais effectivement, c'est sous le régime Issoufou qu'à l'Assemblée nationale, on a bloqué la levée d'immunité d'un député qui était impliqué dans les affaires de drogue. Donc, je pense que si on voudrait combattre la drogue, il faut qu'il y ait une tolérance zéro. Quelle que soit la personne qui est impliquée, il faut justement éviter que ce narcotrafic, en tout cas, se développe dans notre pays. Parce que tout simplement, en réalité, c'est vrai, le Niger fait l'effort, en tout cas, de bloquer, parce que vraiment, en tout cas, selon les experts, il y a des pays africains bien connus où la drogue passe. Ils sont souvent producteurs, eux-mêmes sont producteurs. Mais chez nous, comme c'est vraiment un passage, parce qu'en fait la destination de la drogue c'est vraiment l'Europe. Ça va vers l'Europe, tout simplement, ici chez nous, on arrive à les traquer. Mais ce que je suis en train de dire, en tout cas, la question qu'il faut se poser, et la conséquence sur notre jeunesse, parce que aussi les experts ont montré qu'en réalité, aujourd'hui aussi, le Niger de pays de transit est devenu aussi la consommation est évidente. Au niveau de la jeunesse, parce que le patron de l'Ocritis nous dit que de 2015 à aujourd'hui, les gens qui ont été arrêtés, 75 à 80% sont des gens de 18 à 39 ans. Même les donc c'est la jeunesse qui est exposée justement à ce danger, parce que quand vous regardez en tout cas aujourd'hui, que ce soit la chicha, en tout cas les drogues, c'est une réalité de notre société. Donc c'est des questions, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de tolérance. On va véritablement voir la volonté politique se traduire, en tout cas, en mettant en tout cas à nu tous ceux qui sont en tout cas impliqués. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, quand on voit... Parce qu'il parle du blanchiment d'argent. Oui, Alaji. Et de 2015 à 2022, 34 dossiers traitant du trafic de stupéfiants ont été transmis à la justice. 10 ont déjà été jugés et 24 autres sont en instruction. Alors, comment la justice doit-elle durcir le ton relativement justement, donc, aux sanctions c'est un autre problème. Oui. Merci, c'est vraiment un autre problème. En tout cas, souvent, les policiers font leur travail,
Parce que vous savez, les trafiquants ont cette capacité, ils ont d'abord beaucoup d'argent. Donc, si les magistrats, ou bien tous ceux qui sont en tout cas dans la chaîne en tout cas, ne sont pas sérieux, rappelez-le, en tout cas en 2021, on a pris même un magistrat dans le trafic de drogue. Donc là aussi, c'est l'autre paire de manches. En tout cas, il faudrait que nos magistrats, les douaniers, en tout cas, tous ceux qui s'occupent de la question, soient vraiment mettre en avant l'intérêt général. Sinon, franchement, on a beaucoup de cas. Et moi, j'ai eu le témoignage, en tout cas, échangé avec un expert, en tout cas, dans le domaine, qui m'a dit que souvent, ils sont surpris de voir qu'ils vont faire l'instruction en bonne et due forme, mais ils vont voir que le trafiquant est libre. Oui. Donc là, cela veut dire quoi? Tout simplement qu'il est question que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la justice, qu'on soit sérieux, parce que c'est très dangereux. Les trafiquants de drogue peuvent en tout cas prendre en otage l'État, parce qu'ils ont la capacité, c'est eux qui vont désigner les députés, c'est eux qui vont mettre en place le gouvernement. Donc, faisons attention, dans ce truc-là, nous voulons véritablement que le président, en tout cas de la République, parce que je me souviens quand une fois, il était accusé par un journal. Le journal était venu lui-même, en tout cas, pour dire que non, selon leur diplomatique, le président n'est pas impliqué. Donc, par conséquent, si on voudrait, parce qu'on en parle au Niger, en tout cas, on en parle parce qu'on saisit, donc au Niger, on pense que comme si c'est en fait chez nous, on la produit. Non, il a raison, mais on ne produit pas la cocaïne, on ne produit pas en tout cas le cannabis. Mais la récurrence avec laquelle on le prend, on voudrait que justement savoir qu'on a dit par exemple du dossier traité. Mais est-ce qu'on a dit publiquement aux Nigériens ces gens qui sont, quelle condamnation ils ont eu? C'est ça aussi l'autre point, en tout cas, l'autre problème, en tout cas, il faut communiquer, dire aux Nigériens tel dossier. On a pris 17 tonnes de cannabis, on a pris récemment 214 kilogrammes. Et on voudrait savoir, non seulement, sur la peine. Non seulement on est informé que d'habitude on est informé qu'on a incinéré, mais on dit jamais aux Nigériens que voilà, ces gens-là ont été condamnés à telle peine ou à telle peine. Ça aussi, on attend. On attend en tout cas cela, vraiment c'est cela en tout cas, parce que le danger, vraiment pour me répéter, quand vous voyez dans 1000 cas, parce qu'en fait il a dit Arimi, c'est une investigation, et l'investigation montre que clairement en tout cas, au moment où tout cela est en train de passer, c'est donc peut-être 1% ou 2% qu'on pourrait arrêter. La troisième et dernière partie du forum de la presse. Chaque année, le système éducatif nigérien met des milliers de jeunes à la touche. Il est souvent procédé au transfert frauduleux des élèves dans certains établissements en public. Selon des chiffres des directeurs régionaux, la région de Niamey a détecté en 2021 5000 cas de faux transferts et Zander aussi a près de 4000 cas. Alors, M. Garé, avez-vous des informations sur cette pratique de transfert frauduleux et des élèves dans certains établissements, publics? Bon, j'en ai entendu parler, mais franchement, je vais vous mentir si je vous dis que j'ai des informations ou j'ai des éléments. Je n'aime pas parler sur quelque chose que je ne maîtrise pas, mais quoi qu'il en soit, cette pratique, elle doit cesser parce que le système scolaire est tellement, en tout cas, réglementé de telle façon que quelqu'un qui sort du circuit, même si on doit trouver en tout cas une sorte de seconde chance, il faut que ça soit en tout cas établi par les textes. Il faut que ça soit par exemple un truc qui a été prévu déjà par le système éducatif. C'est-à-dire les gens exclus, qu'on leur trouve une école de deuxième chance, ça c'est peut-être... Mais quelqu'un qui, par exemple, qui quitte une école qui est exclu d'une école et qui se retrouve dans une autre école. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ce n'est pas normal et je pense que le ministère de l'Éducation doit mettre en tout cas, doit porter un regard sur ça et essayer de mettre fin à ce processus-là. Parce que ça veut dire qu'on a découvert ça maintenant, mais ça a toujours existé apparemment. Donc ça fait longtemps que ça existe, mais il faut qu'on mette les moyens pour que les gens puissent vraiment, en tout cas, mettre fin à cela. Arimi Abachari. Moi, je pense que en fait, ce n'est pas l'urgence dans notre système scolaire. À Niamey, tu as au moins 200 000, 300 000 enfants qui vont à l'école. 4 000 sont rentrés, non pas pour faire autre chose, mais parce qu'ils ont été exclus ailleurs. Et la fraude, ce n'est pas bien. Et quand la règle est que tu dois faire 5 ans au collège,
au maximum et que tu vas faire 5, 6 ans ou 7 ans, bon, ce n'est pas normal. Mais moi, ce que je pense, il y a 2, 3 aspects qui font cela. C'est d'abord la cherté de la scolarité, des frais de scolarité. Les parents veulent que les enfants continuent l'école, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas payer 200 000, 220 000 aujourd'hui au collège, dans la plupart des écoles. Bon, ils se débrouillent avec le directeur, le parent qui est directeur ou proviseur dans un autre CES. Et c'est comme ça que ça se passe. Je crois, et je crois que c'est dû à notre pauvreté. Vu qu'on ne peut pas garantir la scolarisation assez moyenne à nos enfants, et donc je pense que ce n'est pas ça qui va faire le nombre pléthorique des enfants dans les classes. C'est pas ça qui va changer quelque chose dans le fonctionnement des écoles. Oui, on doit les interdire, on doit sanctionner si on les découvre, mais cherchons ailleurs. On n'a pas assez de classes. Aujourd'hui, on te fait payer 200 000 francs en classe de 6e. Ça, c'est vraiment les écoles moyennes pour la classe moyenne. Tu as 2, 3 enfants. Il te faut mettre 600 000 débourser 600 000 pour pouvoir payer. Je pense que c'est cette cherté qui fait ça. Sinon, si on était comme à l'époque à 30 000, à 35 000, bien sûr, il y en a encore qui ne vont pas pouvoir payer, mais cette pratique-là va diminuer. Si tu es à Saga, et que tu viens négocier une école de ce genre-là ici à Kwarakano, vous voyez qu'en réalité, rien qu'en moyen de déplacement, tu vas encore débourser ce montant-là peut-être petit à petit. Donc c'est ça le problème à mon avis. Ce n'est pas une priorité dans le problème de l'école. Cette pratique cette pratique de transfert est considérée comme une fraude. Alors, quels sont les auteurs impliqués c'est une fraude, c'est un trafic comme un autre parce que ça ne se passe pas comme ça. Les directeurs de CES ou bien le proviseur, il y a un travail d'écriture. Autrement dit, l'enfant qui ne devrait pas redoubler, il faut donc écrire sur son dossier, montrer qu'il va redoubler pour le transférer ailleurs. Et on prend l'argent pour ça. Donc c'est un trafic comme un autre qu'il faut effectivement décourager, qu'il faut dénoncer. Donc, il y a depuis effectivement quelques années, les gens donc, ont pris habitude, ils se font de l'argent sur ce trafic. Donc, je pense que la Alcia a donc commencé à s'occuper de la question. Parce que, vous l'avez dit, en tout cas, juste en 2020, malgré tout le discours officiel, des fois de l'école, la priorité des priorités, en tout cas, on voudrait en tout cas une gouvernance aussi vertueuse dans le secteur de l'éducation. Parce que c'est cela, ces enfants qui savent que déjà, en tout cas, même leur passage à l'école a été donc frauduleux, dans la vie, ils vont tout simplement apprendre à frauder. Et nous n'avons pas besoin justement d'administration où effectivement des gens sont... on les a appris en tout cas à tricher déjà à ce moment. Je pense que le plus important, c'est à travers la qualité de l'école, en tout cas, que le meilleur peut se passer, et en majorité. Mais tel qu'on le fait, et on est en train tout simplement de diriger l'État, les gens perçoivent de l'argent dans ce trafic et par conséquent, à l'échelle nationale, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, parce que puisque même le président de la République, autrement dit, tu es fonctionnaire, dans son message à la nation, il a évoqué ça. Quand tu vas, par exemple, en tant que fonctionnaire de Niamey à Zander, ou bien de Maradi à Tilaberi, tes enfants, maintenant, quand tu vas tout simplement, on va les déplacer. Ceux qui devraient peut-être redoubler, et ceux de payer le proviseur, en tout cas pour te faire un jeu d'écriture, ils vont soit passer ou bien redoubler. Donc vous voyez, ce n'est pas normal de mon point de vue. Oui, Garé, je voulais dire en quelques mots. Oui. Moi, je suis d'accord avec ce que Arimi a dit. C'est-à-dire que, quelque part, c'est les conséquences de la pauvreté. Vous savez, les riches, là, ou ceux qui ont, en tout cas, ceux qui sont nantis, ils ont tendance plutôt à quitter l'école publique. Si vous voyez un mouvement dans le sens contraire, là, c'est forcément pas quelqu'un qui est nanti. Même s'il donne quelques sous pour qu'on lui fasse ce transfert-là, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens pour aller au niveau de l'école privée. Parce que les écoles privées, là, même des hautes personnalités, leurs enfants ne sont pas dans les écoles publiques. Voilà un autre problème de ce pays-là. Mais oui, des ministres, leurs enfants ne sont pas dans les écoles publiques. Ils sont dans les écoles privées.
Donc c'est le pauvre là qui n'a pas les moyens là, comme Arimi l'a dit, de payer qui se la retrouve, scolarité, qui se retrouve à donner peut-être, je ne sais pas moi, 30 000 ou parfois même ils ne donnent même pas de l'argent. C'est peut-être une affaire de cas social. On voit une famille de pauvres où l'enfant, le seul enfant qui est à l'école a été exclu. Il aimerait bien retourner à l'école. Parce qu'il a redoublé 2 fois, il aimerait bien retourner à l'école, et puis sa famille n'a pas d'argent, elle vient, parfois les mères viennent en pleurant, et puis on leur permet de recruter. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est comme l'a dit Arimi, je vous le dis, les riches ou ceux qui ont du pouvoir ont tendance à quitter l'école publique pour aller vers le privé. Le sens contraire là, c'est ce que Arimi a dit là. Je suis d'accord que c'est condamnable. Non, la solution c'est quoi? La solution est très simple. Moi, il faut mettre fin à ce trafic-là. Oui. Mais il faut aussi lutter contre la pauvreté. Aussi, ça, c'est un autre truc. Mais il y a aussi un comité qui a été mis en place pendant les vacances-là pour étudier les frais de scolarité pratiqués dans les écoles privées. Qu'est-ce qu'il en est? On a fait un débat ici. Jusque-là, on en est où c'est le lieu vraiment de demander le résultat de cette commission. Voilà. Oui, mais en fait, c'est des choses différentes. Entre le fait que les parents riches ou bien qui sont au pouvoir, leurs enfants des écoles privées, et aussi le fait de faire du favorisme, en tout cas de la fraude dans le système éducatif. Maintenant, on peut effectivement peut-être, dans une logique un peu populiste, dire on va demander aux dirigeants, en tout cas, de ne pas envoyer les enfants. Vous voyez, c'est pas réaliste. Non. Parce que moi, souvent, ces parents aussi, Suleiman, comme tous parents qui n'est même pas en fait quand tu as les moyens, parce qu'en fait, le vrai combat, c'est d'exiger en tout cas comme le pouvoir actuel en tout cas ils veulent en tout cas que l'école en tout cas qu'il y ait une école de qualité. C'est ça en fait le vrai débat. Autrement dit, pourquoi avant les gens, ceux qui vont dans l'école privée, c'était des ratés, c'était en tout cas pas des meilleurs. Tu peux pas même aujourd'hui la meilleure solution. Autrement dit, je te dis on investit la meilleure solution pour moi, c'est de créer les écoles de seconde chance pour les élèves qui seront exclus du cursus scolaire. Créer des écoles de seconde chance pour mettre fin. C'est la seule solution pour mettre fin. Si vous créez des écoles de seconde chance, vous savez que l'enfant qui est exclu, il pourrait avoir une seconde chance s'il présente un dossier, si on étudie le cas social de la famille. Voilà, s'il n'est pas indiscipliné, si on étudie le cas social de la famille. Non, c'est pas ça. Non, on te parle des élèves qui ont été exclus. Non, on te parle des élèves qui sont exclus du cursus scolaire, mais qui sont revenus dans une école publique. Est-ce que tu comprends? Donc, l'école de la seconde chance là, moi je pense que ça serait même très utile pour notre pays, pour le développement de ce pays là. Ça veut dire qu'on ne te jette pas dès que tu... Non, tu peux revenir. Tu prends conscience. Vous voulez qu'aujourd'hui, en réalité, au primaire, les élèves passent automatiquement. En fait, on maintient les enfants, même qu'ils n'ont pas le niveau, on ne va pas les renvoyer jusqu'en classe de 6. Absolument, mais c'est jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est la Constitution là. L'école est un droit pour les enfants. Mais vraiment, il faut qu'on trouve une solution. C'est un droit constitutionnel, l'école. Oui, c'est important, mais quand moi je dis en substance, je dénonce parce que tout simplement, tout le monde dénonce. C'est frauder, c'est pas bien. Frauder, c'est pas bien, ça c'est grave. La LCA est en train de s'occuper de ce dossier. Pour conséquent, je pense que ça va être... Je pense que c'est pas la priorité. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu. Nous étions en compagnie de El Hadj Mohamedou Suleiman, journaliste Niger Inter, Arimi Abachari, journaliste à la radio alternative, et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. La présentation était assurée par Fatih Zakari. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à nos auditrices et auditeurs, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Donc, rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 47 radios partenaires et 6 télévisions. Donc, pour suivre le programme des jeunes avec Actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Le samedi à partir de 18h15, le forum en Hausa, et le dimanche à la même heure, le forum en Germain. Merci. Le programme continue sur le studio Kalangu. La technique est assurée par Mustafa Ayouba. La réalisation, Seini Isaka.